Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des analyses clés tirées du Financial Times. On va explorer une transformation majeure. Comment la Chine est vraiment en train de devenir ce qu'on pourrait appeler la première électronation mondiale. Donc une puissance où l'économie et même son poids géopolitique reposent de plus en plus sur sa maîtrise de toute la chaîne de valeur de l'électricité verte. Et les articles du FT, ils insistent bien là-dessus. Cette mutation, elle est poussée par des objectifs internes, comme la sécurité énergétique, le leadership techno, mais aussi, et c'est important, par les tensions géopolitiques, surtout avec les États-Unis. Tout à fait. C'est une stratégie vraiment délibérée. Le but, c'est à la fois sécuriser l'énergie, bien sûr, mais aussi dominer ces marchés verts, et puis réduire la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères, des composants. Et d'ailleurs, ce que suggèrent les sources du FT, c'est assez intéressant, c'est que certaines actions américaines, comme les fameux tarifs douaniers qu'on a vu évoquer, eh bien ça a peut-être paradoxalement accéléré cette tendance chinoise à vouloir se débrouiller seule. À sortir les composants étrangers de leur chaîne d'appro. Plus vite que prévu peut-être. Ah oui, ça c'est un point crucial. Alors, justement, cette domination chinoise, où est-ce qu'elle se voit le plus? De façon spectaculaire, je veux dire, d'après les données du FT. Les chiffres qui sont rapportés sont assez impressionnants, oui. Prenez les panneaux solaires. La Chine contrôlerait quelque chose comme 90% de la production mondiale des wafers de silicium. C'est la base du panneau, quoi. Donc, c'est presque un monopole. Et pour les batteries lithium-ion, qui sont indispensables pour les voitures électriques, le stockage, on parle de plus de 80% de la capacité mondiale de production, en Chine. 90% des wafers, 80% des batteries. C'est énorme comme concentration industrielle. On a rarement vu ça. Est-ce que les articles expliquent un peu comment ils ont fait? Comment cette mainmise s'est construite si vite, au-delà de la simple volonté politique, j'imagine? Oui. Le FT détaille ça. C'est une approche systémique, en fait. Bon, évidemment, il y a le soutien massif de l'État, ça on le sait, et constant. Et puis, un marché intérieur géant qui absorbe tout. Mais il y a aussi, et c'est peut-être moins visible, des investissements colossaux, très ciblés, dans la recherche et développement depuis des années. Et surtout, une stratégie hyper agressive pour sécuriser l'accès aux matières premières. En amont. Très en amont. D'accord. Et cette ambition, ça ne concerne pas que le solaire et les batteries, j'imagine. Les sources du FT montrent que ça touche d'autres secteurs clés de la transition? Ah oui, absolument. Pour les véhicules électriques, par exemple, l'objectif chinois, c'est la moitié du marché mondial d'ici 2030. Rien que ça. Ils s'appuient sur leurs champions nationaux, l'adoption est très rapide là-bas. Dans l'éolien, c'est pareil. Leur capacité installée certaines années récentes, elle dépasse celle de l'Europe et des États-Unis réunis. Certains graphiques du FT le montrent bien. Et même des technologies comme les pompes à chaleur, qui sont clés pour le chauffage décarboné, eh bien là-bas, la croissance et la production industrielle sont juste sans équivalent. Revenons un instant sur cette stratégie de sécurisation dont vous parliez. Concrètement, comment la Chine fait pour assurer son approvisionnement en matières premières et sa maîtrise techno? C'est une combinaison redoutablement efficace, selon les analyses. D'abord, la sécurisation des minerais, oui. Lithium, cobalt, nickel, terres rares. Et même le cuivre. Très important, le cuivre pour les réseaux électriques. Le FT a d'ailleurs un article sur la nouvelle ruée vers le cuivre aux États-Unis qui essaie de répondre à ce besoin. Mais la Chine, elle, a déjà pris des participations, sécurisé des contrats un peu partout dans le monde, Afrique, Amérique du Sud. Ensuite, il y a cet investissement massif et continu en R&D. Pas juste pour produire, mais pour innover, pour maîtriser les technologies de demain. Et enfin, bien sûr, l'État qui orchestre tout ça. Des subventions à la planification industrielle. C'est un écosystème complet qu'ils ont créé, de la mine au produit fini. L'idée, c'est vraiment de contrôler chaque maillon. D'accord, donc cette stratégie de contrôle total de la chaîne de valeur, c'est ça le cœur du concept d'électronation. Et alors les implications pour nous, pour le reste du monde, d'après le FT, ça donne quoi, Sam? Alors là, c'est multiple et complexe. D'un côté, on peut se dire que cette production de masse chinoise, ça peut faire baisser les prix mondiaux des technologies vertes, ce qui, potentiellement, accélère la transition partout. C'est l'argument qu'on entend souvent. Mais de l'autre côté, ça crée une dépendance stratégique énorme.
pour les pays occidentaux notamment. Notre propre transition énergétique, elle repose très largement sur des composants, des technologies made in China. Ce qui pose évidemment des questions de souveraineté, de sécurité d'approvisionnement. C'est ça. Exactement, c'est perçu comme une vulnérabilité majeure. Et ça risque d'alimenter de nouvelles tensions, commerciales, géopolitiques. C'est presque inévitable. On le voit d'ailleurs avec les efforts que mentionne aussi le FITI aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec des plans comme le Green Deal Industrial Plan, pour essayer de relocaliser un peu, de diversifier les sources. Mais bon, soyons clairs, rattraper l'avance chinoise, c'est un défi colossal. La sécurisation de chaînes d'approvisionnement alternatives, ça devient un enjeu géopolitique absolument central. Oui, une transformation vraiment rapide, d'une ampleur considérable, avec des répercussions mondiales qu'on commence à peine à ignorer en fait. Merci beaucoup d'avoir décrypté tout ça avec nous. Une dernière pensée peut-être à méditer. Face à cette électronation chinoise qui semble vraiment consolider une avance technologique et industrielle majeure dans le verre, au-delà des efforts de diversification qu'on voit poindre, quelle marge de manœuvre stratégique réelle reste aux autres puissances économiques pour ne pas être juste des suiveurs dans cette nouvelle ère énergétique qui s'ouvre? C'est une question essentielle en effet. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un j'aime, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et puis partagez vos réflexions en commentaire. On vous dit à très bientôt.